le vrai visage de Brigitte Macron. Ce soir, nous révélons tout. Quand on étudie l'histoire de la Ve République, notre grand récit républicain repose sur une pudeur juridique absolue. Que ce soit De Gaulle et Tante Yvonne, Giscard et Anémone, Hollande et toutes ces meufs, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Pompidou, pendant 60 ans, l'exercice du pouvoir suprême en France s'est plié à une culture jacobine implacable. Une règle non écrite et pourtant simple à comprendre, la légitimité politique naît des urnes et non des burnes. L'épouse du chef de l'État n'est investie d'aucun mandat, d'aucun pouvoir, d'aucune fonction publique. Elle est une présence privée dans les appartements privés du palais. Mais en mai 2017, ce vieux logiciel républicain va littéralement voler en éclats. Pour la première fois, la France assiste à la scénarisation millimétrée d'un futur couple présidentiel. Conçu sur le modèle des campagnes présidentielles américaines, la présidence Macron va introduire une rupture marketing totale. Le pouvoir ne s'exerce plus en solo, il se consomme en duo. Que se passe-t-il lorsque la conjointe du président de la République devient une actrice politique de premier plan sans jamais avoir été élue par quiconque? Comment des structures informelles, des réseaux d'influence corporatistes et des circuits financiers parallèles se sont-ils greffés autour d'une personnalité totalement exempte de contrôle parlementaire? Bienvenue dans la vidéo où nous allons soulever toutes les controverses morales et juridiques qui ont directement impliqué Brigitte Macron, la femme du président de la République. Dès les premières semaines du premier quinquennat, Emmanuel Macron va tenter de matérialiser l'une de ses promesses de campagne. Gravé dans le marbre de la loi, le statut officiel de première dame, doté d'un rôle constitutionnel précis et surtout, bien évidemment, d'un budget propre financé par le contribuable. Chose promise, chose due. Brigitte Macron aura donc un statut. Des juristes bossent actuellement à l'Élysée sur le sujet parce que dans la Constitution, il n'y a rien. Et ils vont devoir faire vite parce que le président de la République veut attribuer à son épouse un budget dès la rentrée. À première vue, l'initiative peut sembler séduisante. Les partisans du projet, comme une grande partie des commentateurs politiques de l'époque, y voient un élan de modernité et de transparence. L'argumentaire de l'Élysée est simple. Puisque l'épouse du président occupe de fait l'espace public, autant encadrer cette réalité. Officialiser le statut, c'est précisément mettre fin à des décennies d'hypocrisie républicaine et soumettre enfin les moyens de la conjointe du chef de l'État à une visibilité budgétaire réel. Et ce qu'on a toujours défendu, c'est la question de la transparence. Et je pense que jusqu'à présent, elle disposait de budget sans que ce soit jamais ni officiel, ni clairement affiché. Il me semblerait logique qu'on régule aussi et son cabinet, et éventuellement son budget. L'inverse me semblerait non transparent. Moi, je préfère que ce soit transparent. Donc je préfère que la première dame ait un budget que les Français connaissent. Sauf que derrière le paravent de la transparence, le corps social et les constitutionnalistes français vont percevoir immédiatement un contresens démocratique majeur. Car l'argument d'Emmanuel Macron, c'est celui de la rationalisation d'un fait accompli. Et en politique, cet argument, c'est très souvent de la merde. C'est le même genre d'argument utilisé par exemple par Louis Sarkozy quand il va vous dire la cocaïne aujourd'hui, franchement, quasiment tout le monde en consomme. Donc ça sert à rien de continuer à le criminaliser, légalisons la coke. Comme on l'a dit, une grande partie de la population française est sceptique et tout ça, ça va se finir en pétition citoyenne qui va recueillir plus de 316 000 signatures en quelques semaines. Il n'y a pas que les citoyens ordinaires qui se mobilisent, il y a aussi les juristes qui vont monter au créneau pour soulever un dilemme moral absolument insoluble, en tout cas si on est encore en République. Ah oui, créer un statut officiel pour le conjoint, c'est littéralement réintroduire le droit du sang ou le droit de lit dans une république laïque. C'est accorder des prérogatives institutionnelles et une représentativité de l'État à une personne dont le seul titre de gloire est un contrat de mariage. Bon, ok, j'abuse un peu. Elle a aussi, il faut le reconnaître, considérablement aidé notre président pendant la campagne présidentielle. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. À Marseille. Non chérie, le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Il y a des priorités là. Non. Ah il est dans le costume. Ah non. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. C'est Julien. En droit public français, la souveraineté n'est ni partageable ni transmissible par une alliance privée. On n'élit pas un couple en République, on élit un individu. Concéder un statut légal à Brigitte Macron aurait constitué à la fois une américanisation dangereuse de nos institutions et surtout une dérive monarchique où la Cour s'officialise aux dépens de la représentation nationale. Face à ce mur de résistance populaire et doctrinale, l'Élysée va reculer. Emmanuel Macron, à l'époque, écoutait encore le peuple.
Mais non, je déconne, il va vous baiser. Le 21 août 2017, en effet, la présidence va publier un document unilatéral et hybride intitulé « Charte de la transparence relative au statut du conjoint du chef de l'État ». En apparence, la charte multiplie les gages de sobriété. Elle stipule que l'épouse du président ne perçoit aucune rémunération, ne dispose d'aucun budget propre et se borne à des missions de représentation ou de patronage caritatif. Mais elle va aussi sanctuariser par écrit l'octroi de 2 conseillers de cabinet et d'un secrétariat personnel aux frais du budget de la présidence. L'exécutif pérennise et normalise l'utilisation de fonds publics pour une personne privée. Pour Brigitte Macron, un rôle classique de représentation, à l'étranger ou lors de réceptions officielles. Des liens développés dans ses domaines de prédilection, l'éducation, la santé ou la culture. Enfin, son mari pourra la charger de missions particulières qui seront rendues publiques. Aucune rémunération n'est prévue, pas de frais de représentation, pas non plus de budget propre. Elle disposera de 2 conseillers du président de la République, un secrétariat et une protection policière. Alors du coup, c'est quoi le problème avec cette charte en fait ? Il est très simple. C'est une putain de charte. Et une charte, ça n'a aucun statut, c'est pas officiel sur le plan légal et ça échappe donc de facto à tout droit de regard contraignant, toute commission d'enquête parlementaire directe ou toute obligation de déclaration de patrimoine qui s'impose pourtant à n'importe quel haut fonctionnaire de la République. Le pouvoir a créé une bulle d'irresponsabilité institutionnelle au cœur même de l'Élysée. Et c'est précisément cette absence de valeur juridique contraignante qui va offrir à Brigitte Macron une liberté d'action sans cadre légal précis, comme aucune première dame n'en a bénéficié en France depuis le 19e siècle. Une zone grise parfaite où les prérogatives publiques, les intérêts caritatifs et les réseaux amicaux vont pouvoir s'entrecroiser sans le moindre garde-fou démocratique, comme on le verra dans tout le reste de cette vidéo. En juillet 2018 va éclater le plus grand séisme politique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Regardez bien sa tête! En surface, l'affaire est présentée par les médias comme une dérive individuelle d'un chargé de mission élyséen coupable de violence sur la voie publique et d'usurpation de fonctions policières. La commission d'enquête sénatoriale va s'emparer du projet, l'exécutif va flipper sa mère et le ministre de l'Intérieur va être sommé de s'expliquer, ce qui sera d'ailleurs pour ce bon vieux GG l'occasion de nous livrer une prestation dont seul lui avait le secret. Je lis les journaux comme vous et il y a toute une partie de l'histoire de M. Benalla que franchement je découvre de plus en plus. Eh bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, heureusement qu'il y a les journaux pour vous informer. Vous avez raison. Mais derrière ce tumulte institutionnel et le fracas des plateaux de télévision, il y a un angle mort, un revers du décor que la presse et les enquêteurs vont peu à peu exhumer des coulisses du palais. La nature exacte, intime et informelle des relations entre Alexandre Benalla et Brigitte Macron. Pour comprendre la solidité de ce lien, il faut remonter à la genèse du mouvement En Marche en 2017. Alexandre Benalla n'est pas un simple administratif. Il est le directeur de la sécurité de la campagne présidentielle, l'homme de confiance qui protège le candidat et, dans une certaine mesure, son épouse. Une fois les portes de l'Élysée franchies, cette relation de confiance privilégiée va se transposer de fait au sommet de l'État. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Brigitte Macron elle-même qui l'a déclaré au hasard d'une interview. Elle a accordé sa confiance personnelle à Alexandre Benalla et a sous-estimé, selon ses dires, la gravité de certains de ses agissements. Personnellement, j'ai été étonnée de l'ampleur qu'elle a prise. Moi, j'avais très peu affaire à lui, donc j'étais un peu surprise. Il avait les clés de votre maison au Touquet, enfin... Tout le monde a les clés de notre maison. Tout le monde a les clés de votre maison au Touquet. Les gendarmes qui sont en face ont les clés de notre maison au Touquet. Tout le monde peut avoir accès. On a certainement minimisé, certainement. Ça, je vous l'avoue, mais moi la première. Et je trouve ça plutôt sympathique que vous reconnaissiez que le président est de l'affect. Mais parfois, peut-être que l'affect perturbe la raison. Vous, là, à 2 ans, est-ce que vous dites que ce truc-là a été mal géré simplement et qu'il aurait tranché dans le vif? On lui reprocherait moins tout ce qu'on lui reproche? Peut-être. Peut-être aurait-il fallu dire tout de suite, il y a un problème, bon, il est exclu. Peut-être. Mais c'est pas si facile, parce que c'est de l'humain. Les gens qui travaillent avec nous, du jour au lendemain, vous pouvez pas leur dire, non, vous travaillez pas avec... C'est impossible. C'est-à-dire, bien sûr qu'il est président, mais avant tout, c'est un homme. Le problème, c'est qu'en République, la protection des hautes personnalités ne relève pas des sentiments personnels ou des affinités électives. Elle est régie par un protocole d'État strict, le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Une unité d'élite composée de policiers, de gendarmes du GIGN est soumise à une chaîne de commandement militaire, ainsi qu'à une déontologie extrêmement rigoureuse. Le souci, c'est qu'entre-temps, les témoignages et les investigations des journalistes ont révélé qu'Alexandre Benalla gérait de manière
totalement informel, direct et discrétionnaire, les déplacements privés et les loisirs de Brigitte Macron. Que ce soit des séjours personnels, des week-ends dans la baraque familiale du Touquet ou de simples sorties culturelles, Benalla orchestrait beaucoup de choses, décidait de beaucoup de choses, en s'affranchissant systématiquement des circuits de sécurité officiels du GSPR. Alexandre Benalla venu pour assurer sa sécurité, et lui à gauche, il tient une arme. À cette époque, celui qui est alors le directeur de la sûreté et de la sécurité du candidat Macron possède bien un permis de port d'armes, mais uniquement dans le QG d'En Marche et pas à l'extérieur. Alexandre Benalla a assuré pourtant en juillet n'être jamais sorti armé du local parisien du mouvement. Selon Mediapart, l'ex-collaborateur de l'Élysée a donc menti. Un état de fait qui n'a pas semblé plus que ça déranger notre leader suprême. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Alors pourquoi cette porosité hiérarchique est-elle moralement et légalement condamnable? Parce qu'elle représente une rupture majeure de la chaîne de commandement de la force publique. En court-circuitant les structures officielles de l'État pour complaire aux exigences logistiques d'une personnalité non élue, ce système a créé de facto une structure de protection parallèle, informelle et non encadrée, plus communément connue en droit sous le nom de milice. Oui, c'est une milice, logée au cœur même de la présidence de la République. L'affaire Benalla, c'était pas seulement le scandale d'un barbouze en vacances le 1er mai. C'était le révélateur clinique d'un pouvoir élyséen qui préférera toujours la fidélité de cour aux règles impersonnelles de l'état de droit. Dans l'art de gouverner, la maîtrise du récit est une arme de destruction massive. Pour qu'un produit marketing politique fonctionne, sa biographie doit être impeccable, lisse et surtout exempte de toute aspérité morale qui pourrait heurter l'opinion publique. C'est pourquoi la fabrique de la communication élyséenne a méthodiquement réécrit, esthétisé et expurgé le récit des origines du couple présidentiel en ajustant discrètement la chronologie et les détails au gré des enquêtes journalistiques et des témoignages. À l'origine, le récit imposé par la République En Marche lors de la campagne de 2017 reposait sur une mise en scène romancée, presque cinématographique, celle de la rencontre entre Emmanuel Macron et Brigitte au début des années 90 au sein d'un lycée jésuite à Amiens, découvrant leur amour autour d'une coécriture d'une pièce de théâtre emportée par le talent d'acteur inimitable de notre Prési-Roi. Que c'est bon de renaître. Elle m'entend. Ma sœur aveugle et muette. La nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien, l'ombre d'un homme. Dans tous les médias, leur union est présentée comme une évidence intellectuelle absolue, un coup de foudre métaphysique qui transcende les âges, n'en déplaise aux esprits réactionnaires. Et pour vendre la soupe aux futurs électeurs et entretenir le service après-vente une fois l'élection achevée, le pouvoir a toujours pu compter sur une belle brochette de foldubus ménopausés digressant sur les passions interdites. Elle était son professeur de théâtre. Et donc, un jour, en première, ils vont vouloir faire une pièce d'un auteur italien, Edoardo De Filippo, et il manquait des rôles féminins. Parce qu'il y avait aussi la fille de Brigitte qui était dans la même classe que Emmanuel et qui était dans ce cours de théâtre. Et Emmanuel va dire « mais je vais les écrire ». Il voulait être écrivain à l'époque et donc Brigitte Macron l'a laissé faire. Et donc tous les vendredis soirs, il venait sonner chez les Osières Trogneux, qui habitaient d'ailleurs pas très loin de chez les Macron, à 2 rues, et ils réécrivaient ensemble les textes, et c'est comme ça que tout a commencé. Ça, c'est l'histoire d'amour, mais c'est intéressant de voir que sans l'assentiment de sa grand-mère, il n'y aurait pas eu d'histoire d'amour. Ah oui, parce que la grand-mère, d'abord, elle a été un peu jalouse, parce qu'il y avait un tel lien de complicité avec son petit-fils, et puis après, quand elle a vu que c'était un formidable professeur de français aussi, elle a donné son assentiment. Sauf que derrière la poésie des planches, la réalité factuelle, c'est celle d'une enseignante d'environ 40 pions, mariée et mère de 3 enfants face à un mineur de 14 ans placé sous sa responsabilité pédagogique. Dans n'importe quel autre contexte de la fonction publique, cette configuration poserait de graves questions déontologiques, mais pour le récit macroniste, elle est juste le symbole d'une modernité disruptive. Spécialiste de la pédocriminalité, la journaliste Laurence Beneux s'étonne de la mansuétude dont a longtemps bénéficié Brigitte Macron dans cette affaire.
Brigitte Macron aurait pu être poursuivie à l'époque. Ah bah elle aurait dû. C'est pas qu'elle aurait pu, c'est qu'elle aurait dû être poursuivie en justice. Et s'il y avait un rapport sexuel, elle aurait dû être poursuivie pour viol. S'il y avait pénétration. Parce que ça va dans les deux sens, hein. C'est pas de consentement avant 18 ans pour un élève. Voilà. Et qu'elle avait autorité sur lui. Donc, quand on dit non, mais c'était pas 14 ans, c'était 15 ans, on s'en fout, c'était pas ni 14 ans ni 15 ans, c'est 18 ans. Alors, comment masquer cette dite réalité dérangeante le temps de la campagne présidentielle et, si possible, le plus longtemps possible après? C'est ici que va entrer en scène l'architecte de l'ombre de ce lissage et de tant d'autres d'ailleurs que l'on évoquera plus tard. Michel, dite Mimi Marchand, la reine incontestée des paparazzis et fondatrice de l'agence Best Image. Alors, Mimi Marchand, c'est un vrai personnage de roman. Un personnage balsacien qui a eu plusieurs vies. Elle a d'abord eu une vie rangée avant de tomber dans la délinquance, d'être mariée à un voyou, et puis ensuite elle a été garagiste, elle a tenu des boîtes de nuit, des boîtes de filles, et puis elle a déboulé dans la presse People au moment où c'était le grand boom, et elle est devenue la grande prêtresse de la presse People avant de se retrouver au cœur du pouvoir comme gardienne en quelque sorte de l'image privée du couple Macron. À partir de 2016, c'est elle qui va prendre en main la totalité de l'image du couple. Son rôle, façonner de toutes pièces la vitrine glamour, complice et profondément rassurante de ce duo hors norme à coups de une massive dans Paris Match et dans Closer. Et Mimi Marchand ne se contente pas de scénariser le bonheur des tourtereaux. Non, elle filtre l'accès aux coulisses, elle privilégie les clichés jugés rassurants et elle limite, de façon parfois très problématique, la diffusion de photos ou d'enquêtes trop curieuses sur le passé d'Amiens. Le couple Macron n'est pas connu du grand public, il souffre d'un déficit de notoriété. Il y a des rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron, et là, Brigitte Macron le vit très mal, et elle fait appel à son ami Xavier Niel, et donc il organise une espèce de ce qu'il appelle un petit goûter dans son hôtel particulier, et Michel Marchand va expliquer à Brigitte Macron comment fonctionnent les médias, et surtout va lui dire bien que ces photos dont tout le monde parle, elles n'existent pas, il n'y a pas de photo de son mari avec un homme, et que si elles existaient, elle les aurait. Donc il va avoir cette une détonnante où on va voir le couple Macron en maillot de bain sur la plage de Biarritz, on est en août 2016, et va suivre pendant toute la campagne presque une trentaine de unes, et à chaque fois c'est le couple amoureux à la montagne, à la mer, à la ville. Alexandre Benalla était un relais de Michel Marchand à l'Élysée, il l'a renseigné et il lui permettait surtout de faire rentrer ses photographes, ses paparazzis, avoir les places où il fallait, etc. Et il faisait le ménage avec ceux qui étaient jugés un peu rebelles, en tout cas des paparazzis qui pouvaient écorner l'image du coup présidentiel. Et là, c'en est une preuve, c'est que au plus fort de la crise, Best Image, qui est la plus grosse agence de photos politique de France, eh bien, ne va mettre en vente aucune image d'Alexandre Benalla. Et malgré ce verrouillage de fer, le travail des biographes indépendants va mettre à jour des contradictions sémantiques majeures et des ajustements discrets dans le récit officiel. Au fil des ans, les récits sur la fin de la liaison de Brigitte Osière et le début de leur vie commune a évolué, très souvent de manière contradictoire d'ailleurs, soit en reculant ou en avançant la chronologie pour atténuer l'impact moral de la rupture du premier mariage de Brigitte Macron. La version évolue subtilement dans la presse grand public. La rencontre purement théâtrale s'ajuste aux témoignages locaux, décrivant en réalité une relation à la fois bien plus précoce, mais surtout bien plus complexe avec l'environnement familial d'Emmanuel Macron à l'époque. Alors pourquoi cette falsification à l'échelle nationale pose-t-elle un problème moral et politique majeur dans notre République? Tout simplement parce qu'elle consacre le triomphe de l'arbitraire et de l'impunité des élites sur les règles les plus élémentaires de la déontologie publique. Comme on l'a dit, dans n'importe quel établissement scolaire de France, un enseignant qui noue une relation intime avec un élève mineur de 15 ans placé sous sa responsabilité directe viole son serment, abuse de son autorité constitutionnelle et s'expose à de très graves sanctions disciplinaires et pénales. Enfin, sauf si c'est François Bayrou qui s'en occupe. En transformant cette transgression lourde en une romance publicitaire pour campagne électorale, l'ingénierie élyséenne n'a pas seulement lissé une biographie, elle a imposé un double standard moral insupportable. En expliquant aux citoyens que ce qui est destructeur, condamnable et déviant pour le commun des mortels
devient un chef-d'œuvre de modernité disruptive lorsqu'il s'agit du couple souverain. Cette falsification est le point de départ, le péché originel d'un pouvoir qui s'est extrait des lois morales qu'il demande aux autres d'appliquer, prouvant dès sa genèse que pour la Cour, l'éthique n'est qu'une variable d'ajustement marketing. Pour faire simple, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Moi, quand je vois Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui s'indignent sur des dysfonctionnements comme si d'un seul coup ils découvraient que la Lune existe, mais je crois rêver. Vous voyez. D'ailleurs, en parlant de dysfonctionnement, Emmanuel Macron, quand il s'agit de sa femme, ça l'a pas tellement dérangé, hein. Pardon, on va pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire très exactement ? Je veux dire qu'un prof, et c'est depuis tout le temps, la majorité sexuelle quand une personne a autorité, c'est 18 ans, et qu'un prof qui séduit son... Bon, alors c'est un autre sujet. Non, parce que ça envoie un message d'impunité. Là, c'était une autre époque aussi. Je ne sais même pas si la majorité sexuelle était à 16 ans. Qui est quand même, mais c'est toujours interdit, hein. Alors, bon, la relation était, je crois, clairement consentie. C'était une autre époque. On s'interrogerait sûrement différemment aujourd'hui. Et néanmoins, j'entends votre point, mais il ne sera pas approfondi sur ce plateau. Maintenant, c'est le moment de continuer un petit peu notre histoire. En tout cas, celle de Mimi Marchand. On l'a dit, elle est une des architectes centrales du système Macron. Et malheureusement pour elle, l'histoire ne va pas bien se finir. Car en 2025, Mimi Marchand va être reconnue coupable d'extorsion et de chantage envers l'animatrice Karine Le Marchand, elle aussi. Alors comment est-ce que l'une des architectes de la forteresse macronienne a pu tomber à cause d'une simple animatrice télé? Ben c'est souvent ce qui arrive quand on se croit intouchable. Alors pour la résumer, l'histoire elle est très simple. En gros, Mimi Marchand va appeler Karine Le Marchand, qui est à la base une bonne copine, en lui disant qu'elle sait que de sources sûres, un paparazzi aurait des photos de la fille de Karine Le Marchand sortant de garde à vue pour une connerie. Alors elle va la rassurer, elle va lui dire t'inquiète Karine, t'es une bonne copine, on va régler ça tranquille, j'ai contacté le mec, le problème c'est qu'il veut 3000 €, t'inquiète pas je les paye, tu me rembourses. Sauf que le petit problème c'est que le photographe en question qui a les photos, il existe, hein, oui, mais c'est un photographe de l'agence de Mimi Marchand, qu'elle a elle-même mandaté pour prendre les photos et faire chanter l'animatrice télé. Sauf que pas de bol, Karine Le Marchand ne va pas accepter le chantage et elle va saisir la police. Mimi Marchand va être condamnée par le tribunal, prison avec sursis, hein, quand même, faut pas déconner. Et si cette affaire est à ce jour la seule pour laquelle Mimi Marchand a été factuellement condamnée, elle est malheureusement loin d'être la seule dans laquelle elle est impliquée. Cet homme, l'intermédiaire libanais Ziad Takieddine, avait affirmé aux policiers, aux juges et à Mediapart que le clan Sarkozy avait bénéficié de fonds libyens, notamment pour la campagne présidentielle de 2007. Moi, je sais très bien que j'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services. Mais il y a pile un an, le 11 novembre 2020, sur BFM TV, il fait volte-face. Assis sur un muret à Beyrouth, il offre à BFM une interview exclusive de 32 secondes. Je confirme que ceci n'est pas vrai. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Une rétractation mise en scène dans l'hebdomadaire Paris Match. Depuis, Fabrice, Mediapart a révélé que cette rétractation de Ziad Takieddine s'est faite après d'étranges tractations, y compris financières, et un personnage central est soupçonné d'avoir participé à tout ça. Elle s'appelle Michel Marchand, surnommée Mimi Marchand. Oui, et c'est même devenu un élément central du dossier judiciaire, puisque pour peser sur le cours de la justice, il est apparu que des proches de Nicolas Sarkozy sont soupçonnés d'avoir également extirpé des aveux écrits de Ziad Takieddine devant des notaires au Liban, lequel Takieddine est passé d'un coup d'un seul, comme par miracle, du statut d'accusateur public numéro 1 pour Sarkozy à celui d'innocenteur en chef. Mais les éléments que et les policiers et les procureurs et les juges d'instruction ont réunis montrent, que ce sont des éléments à la fois des témoignages
et des éléments matériels, montrent que tout cela n'était probablement que le fruit d'une manipulation et d'une manipulation intéressée avec, on le redit, un seul et même objectif, innocenter Nicolas Sarkozy dans cette affaire d'État qui est l'affaire des financements libyens. Et au cœur du soupçon, tu l'as dit, se trouve Mimi Marchand, qui est une intime des Sarkozy, mais aussi des Macron, laquelle Mimi Marchand, qui au premier jour des révélations de Mediapart, démentait catégoriquement avoir eu affaire à ce dossier. Et en réalité, les preuves ont été réunies, qu'elle a piloté quasiment de A à Z les rétractations et télévisées et écrites de Ziad Takieddine. Alors vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de rapport entre cette affaire et Brigitte Macron. Le rapport, il est politique, parce qu'on peut pas séparer l'image impeccable de Brigitte Macron de la brutalité des méthodes de celle qui en gérait l'intégralité des coulisses. La condamnation de Mimi Marchand démontre que pour maintenir l'illusion d'une cour intouchable, le pouvoir s'est appuyé sur une personne experte en manipulation et impliquée dans des pratiques de chantage. La chute de la confidente, c'est le miroir d'une présidence qui a confié les clés de son image à une officine employant des méthodes qui relèvent factuellement du grand banditisme. N'importe quel président vous le dira, pour peu que vous ayez la chance de lui adresser un jour la parole, l'exercice du pouvoir finit toujours, et en général assez rapidement, par se heurter à la dure réalité des chiffres. On l'a dit tout à l'heure, la charte de la transparence de 2017 avait été vendue à l'opinion publique comme un outil de moralisation budgétaire. Donc on rappelle les règles, Brigitte Macron ne disposerait d'aucun budget propre et coûterait moins cher à l'État que certaines de ses prédécesseurs. Et pour appuyer ce récit, le pouvoir va rappeler les chiffres des mandatures précédentes sous Nicolas Sarkozy. Par exemple, le cabinet de Carla Bruni, Sarkozy, comptait jusqu'à 8 collaborateurs pour un coût annuel estimé à un peu plus de 700 000 euros. Et sous Jacques Chirac, la structure de représentation de Bernadette mobilisait carrément une vingtaine de fonctionnaires avec un budget de présidence de quasiment 1 million d'euros. À première vue, on serait donc effectivement face à une baisse des coûts, même si, on se l'accordera, ceci, quand on regarde de plus près, demeure quand même relativement pharaonique. 315 802 euros pour la seule gestion administrative de sa correspondance et ses déplacements, 62 400 euros par an pour des prestations de coiffure et de maquillage réglées par un forfait mensuel de 5 200 euros. Ça reste quand même des sommes colossales, des sommes d'ailleurs que l'opposition parlementaire, notamment, et il faut le saluer, les députés de la France Insoumise, vont exhumer courageusement chaque année lors du vote des différentes lois de finances. Je n'ai que 4 minutes pour vous rappeler que Brigitte Macron coûte 300 000 euros par an aux contribuables. Elle n'exerce pourtant aucune fonction. C'est cher payé pour récolter des pièces jaunes en robe Louis Vuitton. Quant au palais de l'Élysée, aucun effort de nettoyage de ses comptes n'est prévu dans le budget 2025. Les dépenses de la présidence de la République sont guidées par le fait du prince. En guise de premier pas pour le nettoyage de ses comptes, nous voterons contre ce budget. Sauf que pas de bol, ces coûts de fonctionnement quotidien vont finir par attirer le regard de la dernière personne que vous avez envie de voir foutre le nez dans vos affaires, la Cour des comptes, qui a sévèrement critiqué ces dérives et surtout pointé des anomalies budgétaires dans le budget général de l'Élysée. Nous sommes en face d'une faste de cours d'inspiration monarchique validée au sommet de l'État par le couple présidentiel, alors même que les administrations publiques, les hôpitaux et les collectivités territoriales se voient imposer des cures d'austérité drastiques. La Cour des comptes alerte sur les dépenses de l'Élysée. En 2023, seconde année du mandat d'Emmanuel Macron, 171 réceptions ont été organisées contre 146 en 2019. Même augmentation pour le nombre d'invités qui a grimpé de 13% en un an. Les dépenses par convive ont, elles, explosé de 20,5%. Au total, les principaux cocktails organisés par Emmanuel Macron ont coûté 202 000 euros. Et c'est sans compter les 2 dîners d'État pour la venue du Premier ministre indien et du roi Charles III. Ils ont respectivement coûté 412 000 et 474 000 euros. Les remises de décoration ont quant à elles entraîné des frais de traiteur qui ont doublé en l'espace d'un an. En 2023, elles ont coûté 66 000 euros. Mais revenons-en à Brigitte Macron elle-même. Théoriquement, donc, on est toujours face à une baisse des dépenses. Sauf que, pour la Cour des comptes, la question, elle n'est pas vraiment aussi vite que ça répondue. Dans son rapport, la Cour des comptes indique que l'absence de statut légal n'a pas fait disparaître les dépenses. Elle les a diluées, elle les a masquées et réparties dans les angles morts du budget global de l'Élysée. Vous avez compris l'arnaque ? Alors, je vais la résumer.
En gros, avant, quand c'était Carla Bruni ou que c'était Bernadette Chirac, il y avait 700 000, il y avait 1 million sur la table. Mes mères, elles dépensaient l'argent comme elles voulaient tous les ans, mais au moins, on savait ce qui partait et pourquoi ça partait. Mais là, vu que Brigitte Macron n'a plus de budget propre, les dépenses de Brigitte Macron sont directement intégrées dans la masse globale des charges de l'Élysée. Et tout ça, ça rend très difficile, voire même quasiment impossible pour le contrôleur citoyen d'isoler le coût réel des dépenses de l'épouse du chef de l'État. Pour faire simple, elle peut faire passer ce qu'elle veut dans la boîte. Sauf que la boîte, c'est toi qui la payes avec tes impôts. Qui vous dit par exemple que quand l'Élysée décide de retaper toute la moquette de l'Élysée, vous savez, la fameuse moquette taupe, qui nous a valu un fou rire de quasiment 15 minutes avec Alexis Poulain dans cette excellente vidéo que je vous recommande de voir. Qui vous dit que la moquette taupe, là, qui correspond comme de par hasard pile poil au goût art déco à la con de la mère Trogneux, c'est pas simplement un caprice esthétique de sa part. Ça, vous en savez rien, parce que c'est directement intégré dans les dépenses de l'Élysée. Pour faire simple, cette absence de budget de Brigitte Macron est en réalité un moyen de dissimuler ses dépenses. C'est le triomphe de l'opacité par la mutualisation. Là, les amis, accrochez-vous, on rentre dans le dégueulasse. Car s'il est une ligne rouge morale que la cour élyséenne ne devrait jamais franchir, c'est bien celle de la charité publique, particulièrement quand elle touche à l'enfance. Vous le savez, en France, la présidence de la Fondation des Hôpitaux est le cœur de la communication autour de Brigitte Macron, dont elle assume les fonctions depuis 2019. Avant tout, la santé des enfants et des adolescents, c'est notre problème. Je me rends compte à quel point les Français sont sensibilisés. Le bonheur d'un enfant n'a pas de prix. Sauf qu'en novembre 2025, des révélations explosives dans la presse d'investigation, notamment dans le Canard enchaîné, vont déclencher une tempête éthique et médiatique majeure. L'enquête va mettre à nu un système de favoritisme et d'utilisation non conforme des fonds, touchant directement l'opération historique de toutes les premières dames françaises, celle des fameuses pièces jaunes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La Fondation des Hôpitaux, si on en croit le Canard enchaîné, a alloué une subvention massive, près de 2 millions d'euros sur 3 ans, à l'association e-Enfance, une structure spécialisée dans la protection des mineurs sur Internet. Cet argent, il provient directement des pièces jaunes. Sur le papier, cette enveloppe devait servir à une urgence réelle et qui est malheureusement très souvent au cœur de l'actualité, former au piège du numérique 1200 salariés des maisons des adolescents à travers toute la France. L'intention est louable, former des gens pour que des gamins arrêtent de se faire draguer et piéger par des vieux cochons sur Internet. Mais le Canard enchaîné va malheureusement nous montrer une toute autre réalité. Parce que derrière l'attribution de ces 2 millions d'euros, il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est l'entre-soi des protagonistes. Parce que l'association e-Enfance est dirigée pas par n'importe qui. Elle est dirigée par Justine Atlan, qui est une amie proche de Brigitte Macron. Le hasard, certainement. Moi, j'aimerais bien que Madame Macron nous explique ce qu'a révélé le Canard enchaîné il y a déjà maintenant 3 semaines, un mois. Peut-être que ça m'a échappé sa réponse. Sur l'affaire des pièces jaunes, comme un peu embêtant. Les 2 millions d'euros qui ont été déboursés par la Fondation des pièces jaunes et qui ont abreuvé une association que dirige une de ses amies, dont l'objet n'a pas grand-chose à voir avec l'aide aux enfants malades, à leurs familles et aux soignants, et qui s'occupe plutôt de tracts sur Internet. Ça s'appelle comment déjà ? E-Liberté, non, je sais plus très bien. E-Enfance, voilà. Alors ça, association dirigée par une femme qui est elle-même une cheville ouvrière de toute la machine de communication du parti présidentiel. Et le deuxième problème, il est lui encore plus lourd. Pourquoi ? Parce que c'est le détournement pur et simple de cette putain de cagnotte. Et tout ça, c'est régi par une charte qui explique ce pour quoi on a le droit de dépenser l'argent et ce pour quoi on n'a pas dépensé l'argent. Et le souci, c'est que selon les enquêtes du Canard enchaîné, la subvention de 2 millions d'euros a servi à financer précisément tout ce que la charte interdit. Cahier des charges, appel à projet, pièce jaune. Donc c'est quand même un document qu'a signé Brigitte Macron en tant que présidente. Et donc, elle préside le conseil d'administration. Donc elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Ah bah oui, elle l'a signé. Elle a signé ce document. Elle l'a signé. Parce que ce cahier
des charges, il est adopté par le conseil d'administration qu'elle préside. Donc, elle est responsable. Elle a signé la délibération qui autorise le cahier des charges, donc elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Donc c'est imparable. Alors c'est très important, la page 4. C'est souligné, donc elle peut pas dire qu'elle l'a pas. Quand tu as des documents, et puis en plus c'est souligné. Donc là c'est marqué « sont exclus ». Je te laisse lire. Vas-y. Sont exclus les projets de recherche médicale, le matériel médical, la rémunération des personnels permanents ou vacataires, les frais de fonctionnement des associations et la formation. Voilà. Et donc, cet argent... pour cette association, qu'est-ce qu'a financé cette association? Eh ben, écoute bien, en plus, des résultats extrêmement négatifs. Hein. Le taux de réponse est passé de 80 à 30%. En 2023, l'Institut pour Atlan, donc cette amie avocate, qui bénéficiait déjà de subventions publiques, donc elle en avait déjà recruté 8 nouveaux écoutants, donc elle a fait un recrutement, ce qui est interdit, d'après le cahier des charges, afin de porter l'effectif à 20. Problème, le cahier des charges des pièces jaunes auxquels sont soumis les établissements de santé, exclu, et tu viens de le lire. L'association e-enfance a utilisé ses fonds pour embaucher 8 salariés administratifs, qui est interdit par la charte, et emménager dans des locaux situés à 2 pas de la Bourse de Paris, ce qui est là aussi strictement interdit. Alors, petit point positif quand même dans la copie, hein, l'argent n'a pas été utilisé que pour ça, il a aussi été utilisé effectivement pour former 1200 agents face aux pièges numériques sur Internet. Sauf que tout petit bémol, sur les 1200 agents qui devaient être formés, il n'y avait plus assez de pognon, donc seulement 159 d'entre eux ont été formés. Et le pire, c'est que tous les recrutements et toutes les formations se sont faits par visioconférence. Hein, oui, c'est peut-être pas grave, mais c'est encore une fois interdit dans la putain de charte. Et dans cette affaire, la réaction du pouvoir est là vraiment révélatrice. Parce que dans toutes les affaires précédentes, on a eu le droit à Emmanuel Macron ou Brigitte nous disant que c'est de la transphobie, que c'est je sais pas quoi dans un verre d'eau, que c'est des rumeurs, que l'Élysée dément. Et là, pour la première fois, le cabinet de Brigitte Macron n'a pas communiqué. Ils se sont murés dans un mutisme total. Ils ont littéralement pris des vacances. Le scandale de e-enfance, c'est pas simplement une erreur de gestion. C'est l'exemple parfait d'un pouvoir qui s'approprie les dons des Français pour les distribuer à des amis proches, à une clientèle privée, à l'abri de tout contrôle. Lorsque les frontières entre l'institution publique et les intérêts personnels deviennent poreuses, c'est toute la mécanique de l'État qui peut s'en retrouver brouillée. En théorie, l'Élysée est un centre de coordination au service de la présidence. Mais en pratique, il peut aussi devenir le point de départ de procédures sensibles lorsqu'il s'agit de défendre l'image du couple présidentiel. Et l'un des exemples les plus révélateurs de ce mélange des genres s'est joué à Toulon lors d'une audience le 30 septembre 2020. Un gilet jaune y était poursuivi pour des propos et des graffitis visant Emmanuel et Brigitte Macron dans le cadre d'une procédure fondée sur la loi de 1881 relative à la presse et à la liberté d'expression. Et si l'on en croit l'avocat du dit gilet jaune, Juan Branco, la procédure était plus que problématique. Demain, je vais avoir le privilège et l'honneur de défendre un individu qui s'appelle Stéphane Espic. Donc vous savez, le courage, la pertinence, la folie et surtout la constance dans son engagement politique depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République. Celui-ci a eu le malheur de manifester devant le fort de Brégançon cet été, et plus précisément le 11 août dernier, ce qui lui a valu une convocation pour injure et atteinte et outrage, atteinte au l'honneur et outrage, pour un jugement devant le tribunal judiciaire, le tribunal correctionnel plus spécifiquement, le 30 septembre, c'est-à-dire demain, suite à une poursuite qui a été enclenchée par notre chère première dame, Brigitte Macron, qui, dans l'agenda extrêmement occupé qu'elle doit avoir en ce moment, a pris le temps de porter plainte contre Stéphane Espic du fait des mots qu'il proférait dans une vidéo et qu'il avait inscrit sur un ballon. Alors, il y a eu d'abord le directeur de la sécurité de la présidence de la République qui a essayé de porter plainte au nom d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Chose inédite, on porte plainte au nom de quelqu'un au pénal, enfin pour une
plainte pénale, et en effet, cette plainte a été enregistrée. Vous vous rendez compte? Enfin, selon la loi, en matière d'injures et de diffamation, les poursuites ne peuvent être engagées que par une personne physique, en tout cas la personne physique qui a été diffamée, qui a été lésée. Président de la République ou pas président de la République, première dame ou pas première dame. Sauf que dans la procédure examinée par le tribunal correctionnel de Toulon, c'est littéralement un tiers, à savoir un fonctionnaire de l'Élysée payé par nos impôts qui a déposé plainte pour le compte de Emmanuel et Brigitte Macron. Et pourtant, contre toute attente, alors que l'infraction est à la fois visible et totalement inédite, la plainte, elle a été acceptée. Voilà, tranquille le chat. Alors rassurez-vous, ça s'est bien terminé. Le gilet jaune a heureusement été relaxé. Mais il n'en demeure pas moins que le problème du deux poids deux mesures est vraiment avéré. Sous la Ve République, quand un citoyen s'estime diffamé ou insulté, il doit très souvent engager ses propres deniers, mandater son propre avocat, signer personnellement sa plainte et en assumer les conséquences et les responsabilités. C'est juste ce qu'on appelle la règle de l'égalité civile. Voilà, 3 fois rien. Mais à l'Élysée, non, s'en bat les couilles. Le statut informel de Brigitte Macron lui permet de s'affranchir de ces contingences triviales. Et vous avez des fonctionnaires de l'État, théoriquement voués au service de l'intérêt général, qui sont détournés de leur mission pour devenir les petites mains d'une cellule de traque judiciaire privée. Et si tout ça, ça viole toutes les lois en matière de procédure de la presse, on s'en bat les couilles. Alors, certains pourront trouver ce point un petit peu dérisoire comparé à tous ceux qu'on vient d'évoquer, et d'ailleurs à certains qu'on évoquera plus tard. Mais c'est quand même assez représentatif. Cette affaire, c'est un marqueur clinique de plus d'un régime où l'appareil d'État est totalement privatisé au service d'une couronne qui ne dit pas son nom. Et puisqu'on en est à parler justice, on va continuer. Vous le savez, depuis des années, l'épouse du président est la cible d'un certain nombre de rumeurs transphobes prétendant qu'elle serait née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Et vous le savez aussi, Brigitte Macron a engagé des poursuites pour diffamation à l'encontre de plusieurs personnes ayant propagé cette rumeur, dont les assez médiatiques Zoé Sagan et Natacha Ray. Sauf qu'il va y avoir un petit souci. En juillet 2025, dans certains des dossiers, la Cour d'appel va estimer que la qualification de diffamation ne tient pas. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est alors que Brigitte Macron décide de faire basculer, les avocats de Brigitte Macron décident de faire basculer l'affaire sur le terrain du cyberharcèlement. Et c'est là que la machine d'État va s'emballer avec une vitesse hallucinante. Le 27 août 2024, Brigitte Macron va déposer une nouvelle plainte. En temps normal, une victime ordinaire de cyberharcèlement voit sa plainte s'enliser pendant des semaines, des mois, voire des années, avant qu'un enquêteur ne daigne poser son pif sur la moindre adresse IP. Mais pour Brigitte Macron, le calendrier est étrangement chronométré de façon beaucoup plus favorable. Les premières interpellations vont commencer dès décembre 2024 et le procès va avoir lieu en octobre 2025 pour un verdict rendu le 5 janvier 2026. La justice va prononcer des condamnations extrêmement sévères, parmi les plus lourdes dans ce type d'affaires qu'on ait vu, allant jusqu'à 6 mois de prison ferme. Et cette protection exceptionnelle ne s'arrête pas au virtuel. Elle se déploie aussi sur le terrain physique pour protéger le très important patrimoine de la famille Trogneux. Au printemps 2023, en plein cœur de la fronde contre la réforme des retraites, la chocolaterie Trogneux à Amiens devient la cible de manifestants en colère. Et là, inutile de te le dire, on n'est pas face à un commerçant qui s'est fait péter ses vitrines après un match du PSG. L'Élysée va déployer les flics en même pas quelques heures et créer un cordon de sécurité aux proportions hallucinantes autour de ce commerce privé. Ce traitement de faveur éclatera aux yeux de tous le 15 mai 2023 lorsque le petit-neveu de Brigitte Macron va être agressé devant l'établissement. Et là, ça arrête de déconner. Caméra en temps réel, traque, interpellation des 8 suspects en moins, tenez-vous bien, de 24 heures. Et en moins d'un mois, un tout petit mois, les prévenus vont être condamnés en comparution immédiate à de la prison ferme, sans prise en compte de la part des juges de circonstances atténuantes, pourtant retenues la plupart du temps dans des cas similaires. Excusez-moi, mais on en a tous les jours, des femmes qui subissent des maris violents et on leur dit repassez demain, et des gens qui se font tabasser où on leur dit oh on ne les a pas retrouvés alors qu'il y a des caméras partout, et quand on les retrouve, ce sera dans un an, et puis d'ici là c'est contrôle judiciaire et on verra bien. Moi je pense simplement, et je suis navrée de le dire comme ça, la justice a été très rapide,
avec des gens qui, en plus, bon, Curatel et compagnie, je pense que ça aurait pas été Monsieur Trogneux et ça aurait été un autre juge avec peut-être un autre procureur. Peut-être que la Curatel et le fait que c'était des gens pas très éclairés, je pense, voire pour certains qui devaient frauler une certaine déficience intellectuelle, peut-être qu'il y aurait eu quelques circonstances atténuantes et on aurait été capable de nous sortir. Oh ben rappel à la loi. Donc je pense quand même que là, la justice, à mon sens, elle est passée avec justesse et fermeté. Ce serait bien qu'elle soit aussi juste et ferme pour tout le monde, tout le temps. Que Brigitte Macron et ses proches se défendent, c'est un droit légitime. Mais sincèrement, posons-nous la question. Quel citoyen ordinaire pourrait bénéficier d'une telle force de frappe? Les parquets et les préfectures ont littéralement déployé des enquêtes d'élite, des cordons de sécurité permanents, des installations de caméras et des procédures expresses de jugement sans tenir compte de circonstances atténuantes, alors que dans le pays réel, les gens doivent attendre des années avant que le mec soit en général relaxé ou condamné à des amendes symboliques. Alors on n'est pas face à quelque chose d'illégal, mais on est face à quelque chose de moralement extrêmement problématique. Et surtout, face à la preuve que, au sommet de l'État, les intérêts privés de la Cour mobilisent des moyens policiers et une vitesse de réaction dont le commun des mortels ne peut en France que rêver. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Ah, la haute couture. Pour le citoyen ordinaire, ça évoque bien évidemment le prestige de la France. T'avais pas autre chose. Genre en insert, t'avais genre rien d'autre. Pour le citoyen ordinaire, donc, la haute couture, je le disais, évoque le prestige de la France. Tu ne touches à rien, mais pour qui regarde le pouvoir de plus près, elle révèle un axe d'influence directe entre le sommet de l'État et les intérêts du plus puissant empire privé du luxe mondial, le groupe LVMH. Pour comprendre cette alliance de style et d'intérêt, il faut oublier totalement le mythe du hasard. Les racines de cet axe se nouent bien avant l'accès à l'Élysée, entre 2007 et 2015. À cette époque, Brigitte Macron enseigne le français au prestigieux lycée privé Saint-Louis de Gonzague. C'est à ça qu'on reconnaît les gens proches du peuple. Et parmi ses élèves, on trouve des gens du quotidien, à savoir les deux fils de Bernard Arnault, le patron de LVMH. Et cette proximité scolaire va très rapidement déboucher sur une amitié personnelle entre Brigitte Macron et Delphine Arnault, la directrice de la maison Christian Dior. Et dès 2014, alors qu'Emmanuel Macron n'est encore qu'un simple conseiller de l'ombre de l'Élysée, Delphine Arnault, elle conseille déjà la future première dame sur son style, sur la façon de s'habiller, de se coiffer, etc. Attention, on n'est pas face à des conseils d'une bonne copine pour aller draguer en boîte. Non. Depuis 2014, Brigitte Macron est égérie des marques Dior et Louis Vuitton. Elle porte les tenues de ces marques dans tous ses déplacements officiels et la promotion est assurée par la couverture médiatique systématique de Mimi Marchand afin de démultiplier la mise en avant des vêtements de ces marques. L'Élysée plaide la transparence, l'absence de coûts pour le contribuable et la promotion du savoir-faire français. L'argument est malin. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est celle d'un traitement de faveur publicitaire monumental. En transformant le corps de l'épouse du chef de l'État en vitrine permanente et exclusive des marques de la famille Arnault, le pouvoir offre un véritable renvoi d'ascenseur inestimable aux milliardaires. Lors de chaque serrage de main officiel, lors de chaque baffe dans la gueule de son mari, la silhouette de la première dame génère des millions d'euros de publicité gratuite pour une multinationale cotée en bourse, au détriment de tous ses concurrents. Le vestiaire du pouvoir n'est plus un choix de représentation républicaine, il est devenu le relais d'influence d'un monopole privé logé au cœur de l'État. Mais les liens entre Brigitte Macron et Bernard Arnault ne s'arrêtent pas là. Pour approfondir le sujet, j'ai posé quelques questions au politologue Jean-Michel Salgon, auteur du livre Macron chez LVMH, que vous pourrez d'ailleurs vous procurer en description de cette vidéo, afin d'en savoir un peu plus sur ces liens entre la première dame et l'homme le plus riche de France et parfois du monde. Ça dépend du cours des actions, en fait. Donc Emmanuel Macron est élu président de la République. Brigitte Macron accède à ce statut très flou, très mal défini de première dame. Et elle change ensuite son rapport avec LVMH, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que donc, dans toutes les réceptions publiques, elle porte les tenues Louis Vuitton ou Dior systématiquement. Mmh. Et il vient la crise des Gilets jaunes, c'est novembre 2018. Mmh. Il y a une grave crise. Et donc, en janvier 2019, elle est contactée par Bernard Arnault,
qui va créer un institut de formation, un organisme de formation qui s'appelle l'Institut des vocations pour l'emploi. Okay. Et donc, Bernard Arnault propose à Brigitte Macron de devenir présidente de cet organisme de formation et devenir administratrice de cet institut de formation. Brigitte Macron accepte. À ce moment-là, on est en janvier 2019, le couple a un gros problème avec l'opinion. Donc, Bernard Arnault, quelque part, apporte son soutien au couple Macron en offrant, quelque part, un poste à Brigitte Macron. Et donc, les liens sont de plus en plus ténus. Donc, il y a de plus en plus, son influence va se renforcer. Est-ce que c'est un emploi fictif de remerciement ou est-ce que vraiment elle exerce, parce qu'il n'y a pas de... Ils n'en ont pas parlé médiatiquement. On n'en a pas parlé de ça. Est-ce que vraiment c'est un emploi de façade ou est-ce qu'elle travaille vraiment et qu'elle s'investit vraiment effectivement pour ce poste? Alors, dans cet organisme de formation, c'est 6 campus à travers le pays. Le premier qui a été créé à Clichy-sous-Bois. Okay. Il y en a d'autres à Reims, au Havre, à Valence. Et donc, elle fait des voyages réguliers dans tous ces campus. C'est des organismes de formation qui s'adressent aux personnes de plus de 25 ans, qui sont à la recherche d'un emploi. Okay. Donc, elle intervient en donnant des cours de littérature et des cours de français, de théâtre. À des petits jeunes, pour changer, elle aura fait ça toute sa vie. Voilà, elle aura fait ça toute sa vie. Et donc, elle intervient aussi en étant administratrice. Il y a dans le conseil d'administration de l'Institut des formations pour l'emploi, il y a Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault. Il y a Olivier Théophile qui est un administrateur de LVMH, et il y a elle. D'accord. Il n'y a pas de professeur en fait. C'est le conseil d'administration, c'est trois personnes. Donc elle gère cet institut de formation, cet organisme de formation, en lien surtout avec Olivier Théophile, qui est un cadre d'LVMH. Ok. Tout ça est légal, elle peut très bien travailler pour LVMH, il n'y a aucun souci. Il y a un petit problème parce que elle, en fait, lorsqu'elle se déplace dans les campus de cette organisation, de cet organisme de formation, elle utilise le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Parce que il faut assurer sa protection. Bien sûr. Et ça, c'est pareil logique. Et donc, quand elle fait des déplacements, systématiquement, le GSPR l'accompagne. Donc, c'est avec des fonds publics qu'elle fait ses déplacements. Et donc, il y a un mélange de fonds publics, fonds privés qui peuvent être problématiques, effectivement. Qui sont problématiques. Il y a eu beaucoup de déplacements. Ouais. Vous les listez. Oui, ils sont listés. Hein. Ils sont listés lorsqu'on s'aperçoit en fait de tous ces déplacements en lisant notamment la presse quotidienne régionale, qui fait systématiquement référence à chaque fois qu'elle se déplace, qu'elle se présente au Havre, à Clichy-sous-Bois, à Valence, à Reims, la presse régionale en parle. Et donc systématiquement, j'ai fait un relevé systématique. Il y a quasiment une dizaine par mois. J'ai fait un relevé systématique et donc on s'aperçoit qu'elle se rend très très régulièrement en province pour le compte de cet organisme de formation. Et donc c'est pas un emploi de façade, hein, elle travaille réellement pour l'organisme de formation, l'état administratif de cet organisme de formation. Sur la rémunération, on ne sait pas comment elle est rémunérée. On n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à ça. L'utilisation des moyens publics via le GSPR pour gérer les déplacements professionnels privés de Brigitte Macron dans le cadre d'une fonction dont la rémunération n'est pas connue est plus que problématique. Et une fois encore, les intérêts privés et publics se mélangent de façon difficilement discernable, conséquence d'une opacité sacralisée au plus haut sommet de l'État. Le problème de cette école, c'est qu'elle est présidée par Brigitte Macron, elle est intégralement financée par LVMH, donc là on rentre dans quelque chose un mélange des genres qui est quand même proprement fou. C'est-à-dire que la femme du président de la République s'allie dans une action avec l'homme le plus riche de France et selon les périodes du monde, selon le cours de bourse de LVMH. Donc là on arrive dans quelque chose qui, à mon sens, doit être dénoncé, doit au moins être porté à la connaissance du public. Dans l'imagerie d'Épinal de la Ve République, la Première Dame est cantonnée à un rôle très précis. Arbitre des élégances, parfois marraine des œuvres caritatives, figure consolatrice penchée sur le chevet des enfants malades.
Sauf que derrière les portes capitonnées des salons dorés de l'Élysée se cache une réalité radicalement différente, celle d'une première conseillère de l'ombre, dont l'influence politique directe est venue à de multiples reprises court-circuiter les canaux réguliers de la démocratie française. Et cette ingérence, elle commence d'abord par les mots. En coulisses, Brigitte Macron traque la sémantique présidentielle. Elle gère le service après-vente des dérapages verbaux systématiques de son mari. La presse a d'ailleurs relayé ces grosses pic de colère face aux petites phrases d'Emmanuel. Souvenez-vous, le pognon de dingue, c'est elle qui en privé avait laissé savoir au bon peuple qu'elle en fustigeait l'arrogance. Et c'est elle d'ailleurs qui était allée remonter directement les bretelles du président. Cette omniprésence médiatique, elle a très souvent provoqué des frictions permanentes avec le pôle de communication officiel de l'Élysée. Parce que Birgit, quand elle a envie de parler, elle passe un coup de fil à Mimi et elle y va toute seule comme une grande. Bah oui, c'est une femme moderne. Et c'est en janvier 2024 que les choses vont prendre une autre dimension. Vous vous en souvenez probablement pas, puisque Macron s'en battait un peu les couilles, donc nous aussi du coup. C'était le remaniement. Et là, peut-être pour une des premières fois de sa vie, Brigitte va directement quitter le terrain de la grammaire pour s'immiscer directement dans la composition même du gouvernement. Car parmi toutes les nominations qu'il y a eu, il y en a une en particulier qui va considérablement étonner les Français. C'est celle de Rachida Dati à la culture. C'est vrai que de l'extérieur, ça étonne. Comment est-ce qu'une figure historique de la droite réac, qui était à ce moment-là en plus lancé dans une guerre de tranchées pour les municipales à Paris, a pu comme ça obtenir les clés d'un ministère républicain qui est quand même l'un des seuls qui soit ouvertement sous la bannière du progressisme. Et quand on dissèque les coulisses, le mystère s'évapore assez vite. En réalité, de nombreux témoignages des acteurs de premier plan, notamment relayés dans le Canard enchaîné, convergent vers une seule et même réalité. C'est Brigitte Macron qui a personnellement pesé de tout son poids pour imposer Rachida Dati à Emmanuel Macron. Alors encore une fois, on parle au conditionnel. C'est les sources de différents médias qui le disent. On est donc face à une personnalité non élue, soustraite à toute forme de contrôle parlementaire et à toute obligation de transparence, qui se retrouve en position d'arbitrer un casting gouvernemental. Ok, normal. Comment est-elle devenue ministre de la Culture? Parce que ça a été le scoop du dernier gouvernement Attal, sa nomination à la culture. Alors écoutez, elle est très amie depuis 2017 de Brigitte Macron. Alors c'est étonnant parce qu'elle a toujours beaucoup critiqué Emmanuel Macron, mais comme elle est très fine mouche, elle est devenue très amie de Madame Macron. Et comme le président voulait une prise de guerre et voulait définitivement enterrer les Républicains, il avait besoin d'elle. Il s'est dit, où je vais la mettre? Et elle exigeait, dans un premier temps, d'être dans un ministère régalien. Bon, a priori, à l'intérieur ou à la défense et tout. Et là, il a dit, il y a des limites. Donc, on va la mettre à la culture. Brigitte, qui était très favorable, parce qu'elle avait parlé avec elle était très séduite par le personnage, comme beaucoup de gens. Et voilà comment Madame Dati est arrivée à la culture. Alors pourquoi est-ce que cette nomination est moralement et politiquement condamnable? Parce que au moment même où Rachida Dati entre au gouvernement, elle est lourdement mise en cause pour corruption passive et trafic d'influence. Elle est soupçonnée d'avoir perçu des honoraires occultes de la part de l'alliance Renault-Nissan alors qu'elle était députée européenne. Rachida Dati et Carlos Ghosn seront bien jugés par le tribunal correctionnel. Après 6 ans de procédure, les juges d'instruction ordonnent la tenue d'un procès, entre autres pour corruption et trafic d'influence. À l'origine de cette affaire, une convention signée en 2009 entre Rachida Dati et le groupe Renault-Nissan, présidé par Carlos Ghosn. Celle qui est alors eurodéputée aurait perçu 900 000 € entre 2010 et 2012, sans avoir réellement travaillé, estiment les enquêteurs. Rachida Dati a-t-elle été payée pour défendre les intérêts du groupe Renault au Parlement européen? Elle a toujours contesté ces accusations. L'avocat à l'origine de la plainte se félicite de son renvoi devant le tribunal. C'est des faits qui sont retenus de corruption. Pour un agent public, c'est quand même très grave. Elle a à peu près entamé tous les recours qu'elle pensait pouvoir faire.
Et cette affaire, donc, devra être jugée le plus tôt possible. Dans une république exemplaire, la seule suspicion d'un tel mélange des genres, doublée au fait qu'elle ne fasse pas partie de la majorité présidentielle et qu'elle ait été une personnalité ultra critique d'Emmanuel Macron, aurait dû lui fermer les portes du Conseil des ministres. Mais sous la Macronie, je pense que vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo, les affinités de la Cour prévalent toujours sur la rigueur des procédures. Bienvenue dans un monde où les nominations ne se décident plus sur le mérite ou l'éthique, mais au gré des préférences d'un cercle restreint logé au sommet de l'État. Et on en vient maintenant au dernier scandale en date, l'affaire des Salcone. Alors, vous en avez probablement entendu parler parce que c'est proche, mais je pense que c'est quand même important, histoire que la vidéo soit bien exhaustive, de rappeler les faits. En décembre 2025, dans les coulisses des Folies Bergères de Paris, une vidéo volée saisit une conversation privée entre la première dame et l'humoriste acteur Harry Habitant sur le point de monter sur scène. On rappelle le contexte, Harry Habitant a été mis en cause en 2021 dans une affaire de viol, un dossier qui s'est soldé par un non-lieu définitif en janvier 2025 pour cause d'insuffisance de charge. Et face à Brigitte Macron, Harry Habitant va confier son angoisse, légitime de tout comédien, à monter sur scène, particulièrement pour une première, et peut-être particulièrement aussi parce que dans la salle, il y a des militantes féministes du collectif Nous Toutes qui sont venues scander « Habitant violeur ». Et vu que Birgit, elle a la main sur le cœur, elle va rassurer son amie en se lâchant un peu totalement. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais là, si les Salcone, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Ouais. Ah, merde, non. La diffusion de cette vidéo va déclencher, vous vous en doutez, une vague d'indignation nationale pour les collectifs féministes et l'opposition de gauche. C'est pas un simple dérapage, c'est un signal d'impunité, l'expression brute d'un mépris face à la parole des victimes de violences sexuelles. Alors l'insulte de Brigitte Macron indigne le collectif. Nous sommes profondément choqués et scandalisés. Les mots utilisés en disent long sur sa vision des choses. Le message politique est extrêmement choquant. Mais ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'il fait littéralement voler en éclats le grand mythe du couple moderne et progressiste vendu aux Français par Mimi Marchand depuis 2017 et avec lequel on a ouvert cette vidéo. Car l'affaire des Folies Bergères, c'est pas une anomalie. C'est le symptôme d'un ancrage profondément conservateur du couple présidentiel. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que Brigitte Macron trahit son inclinaison pour un ordre moral traditionnel, qu'il s'agisse de ses prises de position en faveur de l'uniforme obligatoire à l'école ou de son hostilité envers l'écriture inclusive. Brigitte Macron a toujours incarné une vision bourgeoise, verticale et dépassée de la politique. Celle qu'on nous a vendue comme une femme moderne et subversive, disruptive, est en réalité une bonne grosse vieille bourgeoise plouc de province qui a littéralement baigné dans les codes les plus réactionnaires, les plus conservateurs et les plus tradis de la vieille France. Et c'est pas un mal en soi, sauf que c'est pas ce que vous nous avez vendu. Et en jouant le rôle de première conseillère de l'ombre, en filtrant les mots et en influençant les arbitrages, Brigitte Macron a poussé vraiment le pouvoir macronien vers la droite. Je reste fondamentalement persuadé, et c'est là une opinion personnelle, que c'est notamment sous son impulsion à elle que le quinquennat a opéré ce virage conservateur, glissant de la modernité libérale vers une obsession de l'ordre moral bourgeois. Emmanuel Macron nous a été vendu en émancipateur, et sous l'influence de Brigitte, eh bien, il s'est mué en conservateur. Encore une fois, c'est un avis personnel, et rien ne nous prouve que dans le couple présidentiel, c'est Brigitte qui porte la culotte. Alors le cabinet de Brigitte Macron a tenté d'éteindre l'incendie dans un communiqué en plaidant une tentative d'apaiser le trac d'un artiste et ami. Mais cette explication de façade n'a absolument pas suffi à effacer la rupture. Le 17 décembre 2025, le scandale a quitté le terrain médiatique pour le terrain judiciaire. Brigitte Macron a fait l'objet d'une plainte officielle pour injure publique. Le rideau est définitivement tombé sur l'illusion progressiste. Les deux mandats d'Emmanuel Macron mettent en lumière un paradoxe intenable. En refusant de plier le rôle de première dame au principe de discrétion républicaine, mais en échouant à lui donner un cadre légal validé par le Parlement, l'exécutif a sciemment ouvert une brèche.
Une zone grise où la fonction de Brigitte Macron s'est installée dans les faits, tout en s'affranchissant des standards de transparence et de contrôle démocratique. Qu'il s'agisse de la gestion, pour ne pas dire détournement amical des subventions des pièces jaunes, de l'exposition publicitaire offerte aux intérêts d'un monopole privé de luxe ou du recours à des officines et à des méthodes répréhensibles par la loi, le constat est le même. Ce pouvoir de l'informel génère inévitablement l'opacité et l'arbitraire. Il fragilise la légitimité présidentielle en remplaçant les règles de l'état de droit par les privilèges, les caprices et les réseaux d'une cour élyséenne soustraite au regard des citoyens. Alors j'aimerais quand même conclure cette vidéo en faisant une distinction essentielle. L'exposition publique de Brigitte Macron, c'est aussi, il faut le reconnaître, accompagnée d'arnaques et d'attaques ordurières sur Internet. Et je tiens à rappeler, bien évidemment, que je les condamne fermement. L'image de la Première Dame a été un vecteur d'escroquerie, comme par exemple en 2018, où des escrocs ont usurpé son identité pour obtenir des nuits gratuites dans des palaces, ou encore quand d'autres escrocs ont utilisé son image pour vendre des crèmes anti-rides factices. Son entourage a été directement visé par des imposteurs, condamnés d'ailleurs par la justice en 2021. Ces dérives criminelles ou ces potins de caniveaux relèvent de la justice ordinaire et du statut de victime. Ils ne doivent absolument jamais être confondus avec tout ce dont nous avons parlé dans cette longue vidéo. Car c'est précisément en isolant ces attaques illégitimes que la critique du système prend toute sa force. Défendre la dignité d'une personne privée est un devoir. Mais analyser les dérives politiques d'une fonction d'État non élue est-elle une nécessité démocratique? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à la fucking booster. Le bouton, il est en bas. Et surtout, à nous soutenir sur Tipeee. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain s'il y a épisode de Je suis pas content. On se retrouve après-demain, quoi qu'il arrive, pour une nouvelle vidéo longue, une vidéo d'interview cette fois-ci. Merci à tous d'avoir été là. Merci aux spectateurs. Merci à la régie. Merci Cognac J. À vous les studios. À très vite.